Bonjour, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde sur notre session aujourd'hui sur les troubles neurocognitifs. Avant de commencer notre présentation, j'aimerais profiter de l'occasion pour reconnaître que le territoire sur lequel je fais ma présentation, la ville de Gatineau, est le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinaabeg. Je reconnais l'oppression historique des terres, des cultures et des peuples originaux dans ce que nous appelons aujourd'hui le Canada, et nous sommes reconnaissants d'avoir l'opportunité d'être présents sur ce territoire. Sur le projet Éco en soins palliatifs, qui est une initiative nationale de 5 ans visant à cultiver les communautés de pratique et à établir un développement professionnel continu parmi les fournisseurs de soins de santé du Canada qui s'occupent de patients atteints d'une maladie limitant leur espérance de vie. Je vous invite à regarder notre site web ecopalliatif.com pour en savoir plus sur nos sessions à venir. Le projet Éco en soins palliatifs est soutenu par une contribution financière de Santé Canada. Les opinions exprimées aujourd'hui dans cette présentation ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada. La majorité d'entre vous connaissez sûrement Pallium Canada pour nos programmes LEAP, tels que les fondements du LEAP, qui est un cours interprofessionnel qui porte sur les compétences essentielles pour offrir une approche de soins palliatifs, livré en ligne ou en personne, accrédité par le CMFC ainsi que le Collège Royal. Pour en savoir plus, s'il vous plaît, consultez notre site web pallium.ca sur tous nos cours LEAP. Alors, pour les introductions, mon nom est Diana Vince, je suis gestionnaire du projet Éco en soins palliatifs chez Pallium Canada. Je vais maintenant passer brièvement la parole à notre conférencière Claire pour lui donner la chance de s'introduire aussi. Bonjour tout le monde, un gros plaisir d'être avec vous. Alors, je suis une conseillère certifiée en soins pour les troubles neurocognitifs. Je travaille avec les proches aidants. Je suis aussi la fondatrice du programme de formation sur les troubles neurocognitifs de l'Université McGill. Et vous allez entendre mon histoire personnelle comme proche aidant pendant 10 ans. Super, c'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, Claire. Brièvement, je vais passer à travers les déclarations de conflit. Donc, Pallium Canada est un organisme à but non lucratif qui génère des fonds pour soutenir les opérations ainsi que la recherche et le développement à partir des frais d'inscription à nos programmes LEAP et la vente de notre livre de poche palliatif. Tel que mentionné auparavant, nous sommes partiellement financés par une contribution de Santé Canada. Moi-même ainsi que la conférencière, nous avons les déclarations que vous voyez devant vous. Pour les bienvenus et rappels, vos micros sont en sourdine. Il y aura une période de questions et de discussions à la fin de la session. Je vous demanderai, s'il vous plaît, d'utiliser la fonction de clavardage pour vous présenter. Donc, je vois que quelques-uns d'entre vous ont pris le temps de se présenter. On vous remercie. Et si vous éprouvez bien sûr des difficultés techniques, veuillez m'écrire aussi, n'hésitez pas. Vous pouvez utiliser la fonction Q&A ou bien Q&R pour poser des questions et notre conférencière sera en mesure vers la fin de la session d'y répondre. La session d'aujourd'hui est enregistrée et sera envoyée par courriel aux personnes inscrites. Et un petit rappel de ne pas divulguer d'informations personnelles sur la santé pendant la session. Alors, sans plus attendre, je vais céder la parole maintenant à Claire. Merci beaucoup. Je vais juste avancer mes diapos. Alors, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait presque 20 ans que je travaille dans ce domaine-là où je suis impliquée dans ce domaine. Mon parcours a vraiment commencé en 2006 quand ma mère était diagnosée avec la maladie Alzheimer. Alors, dans les prochaines 50 minutes, j'ai beaucoup d'informations à partager avec vous. Je vais vous donner brièvement un aperçu des signes et des symptômes des troubles neurocognitifs, vraiment expliquer l'impact émotionnel et physique, non seulement sur la personne qui est atteinte, mais aussi sur les proches aidants, reconnaître les limites des proches aidants tant que gérer cette maladie. Et je vais vous donner un aperçu des ressources gratuites que nous avons créées à McGill
pour vous soutenir comme professionnel de la santé, OK, ainsi que vos patients. Alors, ceci, c'est une maladie qui vraiment implique une équipe multidisciplinaire tout au long du parcours. Il y a beaucoup de professionnels de la santé qui sont impliqués, dont je dirais qu'en proche aidant, nous ne savons pas toujours à qui on devrait connecter avec. Alors, des fois, il y a le médecin de famille qui peut faire des diagnosis, mais souvent, ça arrive que les médecins de famille vont faire une referral à un gériatre ou à un neurologue. L'infirmière joue un rôle très important, ainsi que les physiothérapeutes et les ergothérapeutes, travailleurs sociaux très importants, et aussi le dentiste, nutritionniste. Alors, ça vraiment, ça prend une équipe tout au long du parcours de cette maladie. Alors, je suis très contente de savoir que vous êtes plusieurs ici de différents domaines. Alors, avant septembre 2006, je connaissais absolument rien à propos de cette maladie-là. Il y a 25 ans, si vous me disiez que je vais devenir un expert dans ce domaine, tu sais, j'aurais jamais pu imaginer. Mais c'est à cause vraiment de mon propre parcours où je n'étais pas informée du tout par le médecin. J'étais pas, j'avais rien comme information. Alors, ma mère, elle s'appelait, elle a décédé en mai 2016. Son nom, c'était Viano Laskinen. Elle est venue au Canada de la Finlande. Elle a été diagnosée à l'âge de 74 ans. Mais si je regarde quand les symptômes précoces ont commencé, je dirais que ça commençait quand elle avait à peu près 68 ans. Mon père a décédé soudainement d'une maladie de cœur en 2005. J'étais enfant unique et je représentais vraiment comme on dit, le sandwich generation où j'avais trois jeunes enfants. J'étais impliquée dans une autre carrière et je me suis trouvée dans une situation où il a fallu que j'occupe de mes trois jeunes enfants ainsi que ma mère. Alors, le médecin de famille a fait un referral à un neurologue. J'étais pas préparée du tout pour cet rendez-vous dont je vais vous parler tantôt. Et la seule information que nous avons reçue, c'était bonne chance, Madame Webster. Alors, il a fait le MOCA, le test, le MOCA test avec elle. Et c'était tout ce qu'on a reçu comme information. Bonne chance. Malheureusement, dans les dernières 20 ans, je travaille avec des centaines et des centaines de familles. Cette prescription existe encore, OK? Imagine si vous êtes diagnosé avec un problème de cœur ou le diabète et le cancer et un médecin vous dit bonne chance, OK? Alors, c'est rare que les familles se font bien accompagner pour cette maladie-là. Et ça arrive toujours. Les gens se disent, mais on se voit en 6 mois, oh, c'est une maladie normale, etc. Alors, c'était ça qui m'a vraiment propulsée à faire le travail que je fais parce que j'étais complètement perdue dans toute cette maladie-là. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, ça c'était ma vie. J'avais trois jeunes enfants, même mon mari dans le temps regardait comme un enfant. Je dirais que la majorité des familles, des proches aidants dont je travaille étaient comme moi. J'avais 36 ans quand j'ai commencé le parcours et j'avais beaucoup de responsabilités, hein. Alors, quand on est proche aidant, on s'occupe pas seulement du patient, mais nous avons une vie qui nous attend, qui en a des responsabilités. Alors, les troubles neurocognitifs ont un effet vraiment, en anglais, on dit un ripple effect. Non seulement ça implique le patient, mais ça implique plusieurs aspects. Ça implique le proche aidant, ça implique notre famille, ça implique notre emploi, parce qu'on reçoit souvent des appels qu'il faut soudainement quitter notre emploi pour aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est une maladie qui coûte très cher, malheureusement, aussi à gérer. Alors, l'un des plus gros stress pour les proches aidants, les familles, c'est les finances, parce que ça coûte cher. Malheureusement, le système de la santé ne peut pas soutenir tous les soins à domicile que nous avons besoin. Alors, les gens doivent engager d'autres préposés pour aider. Et ça met beaucoup de pression, comme nous savons, sur le système de la santé aussi.
Alors, quand la maladie évolue, on regarde la maladie comme dans trois étapes. On dit euh, early, middle et late, OK? La maladie peut durer environ 10 ans, OK? Là, ça, c'est ça, c'est l'aspect moyen. Moi, j'étais proche aidante pendant 10 ans. Et quand la maladie évolue, la plus grande responsabilité d'un proche aidant, c'est vraiment de défendre les intérêts de la personne, parce que la personne va perdre leur capacité de se représenter. Ils vont perdre leur vocabulaire, ils vont perdre leur habilité de dire s'ils ont faim, s'ils ont soif, si quelque chose va mal. Alors, comme proche aidant, on est toujours en train de deviner, de représenter les besoins et de défendre la qualité de vie, de prendre soin. Et je dirais que c'est une responsabilité qui est très souvent difficile, OK? Et c'est une très grosse responsabilité, surtout comme une personne comme moi où j'avais pas d'autres frères et sœurs pour m'aider, OK, comme exemple. Alors, prendre soin d'une personne qui a un trouble neurocognitif prend beaucoup de patience, surtout dans les premières, au début de la maladie, parce que la personne répète beaucoup, pose souvent les mêmes questions, etc. Ça prend la créativité parce que c'est une maladie qui évolue continuellement. Alors, les stratégies dont nous apportons aujourd'hui va changer dans 6 mois, ça va toujours changer. Alors, il faut vraiment être créatif. Alors, je peux aujourd'hui vous donner quelques stratégies, mais vous allez toujours être en train de changer vos stratégies tout au long de cette maladie-là. Alors, il n'y a pas de guérison, ok? Il n'y a pas de traitement pour renverser la maladie. Aujourd'hui, il y a plusieurs médicaments qui ne sont pas encore approuvés, par exemple, par Santé Canada, mais il y a des médicaments qui vont essayer de ralentir la progression, ok? C'est ça, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelques médicaments qui existent actuellement, comme le Aricept, qui essayent de ralentir, mais on parle des mois, ok? On ne parle pas des années. Alors, la seule façon de bien gérer cette maladie, c'est par l'éducation, OK? Et il faut toujours être un pas en devant de la maladie. Alors, si vous recevez un diagnostic, il faut savoir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Quand vous êtes au milieu de la maladie, comment se préparer pour les prochaines années? Quelles sont les ressources qui peuvent nous soutenir? Si c'est le temps de transférer ou de transitionner, par exemple, dans un CHSLD, il faut commencer vraiment en avance de se préparer à contacter un travailleur social. Aujourd'hui, dans la presse, il y avait un article qui disait qu'il y a 5 000 patients qui sont en attente pour une place dans un RPA ou un CHSLD. 5 000 personnes qui sont sur des listes d'attente. Alors, il faut vraiment faire notre devoir et savoir comment est-ce qu'on peut obtenir de l'aide dans le futur si on a besoin. Alors, moi, j'étais vraiment motivée par mon manque d'éducation et j'avais aucune affiliation avec l'Université de McGill du tout, mais j'étais très frustrée par le système de la santé et je me suis dit, comment est-ce qu'on peut améliorer la façon que les patients et les proches aidants sont accompagnés par les professionnels de la santé? Alors, j'ai décidé que j'aimerais aller enseigner à McGill les étudiants de médecine parce que je veux leur expliquer comment mieux accompagner des proches aidants. Et l'ancien doyen à McGill a dit oui. J'avais beaucoup de passion pour, pour faire ça. Mais aussi, McGill m'a invité à développer un programme pour la communauté dont je vais vous parler plus tard. Alors moi, je travaille avec une équipe très spéciale de médecins. Dr. Pedro Rosanetto, c'est le plus grand. C'est un neurologue. Il spécialise vraiment dans les gens qui sont en bas de 65 ans. Alors vraiment le early Alzheimer. Là, certains d'entre vous doivent reconnaître Dr. Serge Gauthier, c'est un neurologue reconnu mondialement, et le Dr. José Moret, qui est un gériatre. Alors, c'est nous qui dirigeons le programme à McGill ensemble.
Alors, juste pour vous donner une idée, qu'est-ce qui se passe à travers le Canada, c'est vraiment une maladie qui continue à vraiment accélérer, surtout parce que comme population, la population vieillit. La majorité des personnes qui sont atteintes par cette maladie sont dans leurs mi-80 ans. Mais malheureusement, les patients, les familles avec qui je travaille étaient comme le même âge de ma mère. Ils étaient dans leurs 70 ans. J'ai même une copine très proche de moi qui a 61 ans, qui vient juste de se faire diagnoser. Alors, ça peut vraiment varier, mais en général, c'est une maladie qui affecte les gens quand ils sont dans les 85 ans. Une des responsabilités de notre programme, et je dirais même un privilège et honneur, nous étions invités à être les auteurs des rapports mondiaux de Alzheimer's Disease International en 2021 et 2022. C'est des rapports très intéressants avec des témoignages des patients, des professionnels de la santé. C'est vraiment une ressource incroyable pour ceux qui sont intéressés. Et quand nous avons fait le rapport, il a fallu qu'on fasse un sondage à travers le monde, OK, pour bien comprendre c'est quoi les défis c'est quoi les plus gros défis pour les proches aidants ainsi que les patients. Et le plus gros défi, c'était un manque d'information au moment de la diagnose. Alors, comme je disais au début de ma présentation et quand j'ai eu les mots de bonne chance, Madame Webster, c'était pas seulement un problème au Québec. C'est un problème global, OK? Alors, nous avons vraiment découvert qu'il y avait vraiment un manque de formation auprès des professionnels de la santé pour ce maladie-là, surtout pour comment aider les familles à accompagner. C'est quoi l'éducation? C'est quoi les outils que nous avons besoin? Alors, le manque était vraiment à l'école. Alors, pour ceux et celles qui sont des professionnels de la santé ici aujourd'hui, prenez un moment pour vous demander, est-ce qu'on a eu plusieurs heures à l'école pour bien comprendre cette maladie-là et comment vraiment prendre le temps pour aider les familles à le naviguer. Alors, on a vu globalement, c'était un gros manque. À propos des lacunes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme lacune? Alors, pour la majorité de la population, nous ne connaissons pas les signes et les symptômes des troubles neurocognitifs. Les gens pensent souvent que quand on dit le mot Alzheimer, ça veut dire une perte de mémoire. Ça peut commencer avec vraiment des troubles de comportement. C'est pas seulement des pertes de mémoire, OK? Comment obtenir un diagnostic? OK, comme j'ai mentionné tantôt, on peut, des fois, c'est le médecin de famille peut faire le diagnostic, des fois, il doit être référé à un gériatre ou à un neurologue. Les gens ne comprennent pas pourquoi qu'il faut avoir un diagnostic. Euh, il y a beaucoup de difficultés à savoir comment gérer les comportements difficiles. C'est quoi les préoccupations de la santé, de la sécurité, surtout à la maison? Comment avoir accès au CLSC? C'est quoi le rôle du CLSC? C'est quoi le rôle? Comment est-ce qu'on peut avoir accès à un CHSLD? Tout, comment naviguer ce système de la santé, la majorité de la population ne connaissent pas. Et aussi, pour les proches aidants, de bien reconnaître leurs propres limites, faire face à être capable de vraiment occuper de quelqu'un. Alors, on voit souvent, comme moi j'ai vécu, ça prend des fois des burn-out auprès des membres de famille avant qu'ils demandent de l'aide pour faire ça. Alors ça, c'est juste une diapo que je voulais juste montrer parce que souvent la question qu'on reçoit, c'est quelle est la différence entre la démence et la maladie Alzheimer? Alors, au Québec, on ne peut pas dire démence, mais tout autre place, on dit en anglais dementia. C'est vraiment la terme comme, c'est comme un umbrella term, OK? Alors, ça veut dire comme si vous me disiez que vous avez le cancer, quel type de cancer est-ce que vous avez, OK? Et c'est la même chose. Si on dit le mot démence ou trouble neurocognitif, quel type de maladie est-ce que vous avez, OK? Alors, c'est vraiment juste la terme qui décrit toutes les maladies en dessous.
Alors, pour parler de ma mère un petit peu, je vais parler des comportements ou des signes que j'ai vus. Alors, ma mère, les symptômes n'ont pas commencé avec la mémoire. C'était vraiment avec vraiment un changement de comportement. Ma mère était une femme très indépendante. Moi, j'ai vécu dans une famille où ma mère était proche aidante pour mon père toute ma vie. Il n'avait pas de problèmes cognitifs, mais il avait beaucoup de problèmes physiques. Alors, quand ma mère avait commencé à avoir des comportements difficiles, moi, je disais toujours, c'est parce qu'elle était sous le stress, OK? Elle avait beaucoup de stress, elle s'occupait de mon père, etc. Mais là, tout à coup, elle commençait à avoir des complots. Ok? En anglais, on dit conspiracy theories. Elle croyait ils habitaient dans un petit appartement. Elle pensait que son voisin fabriquait des drogues. Elle commençait des fois à me parler en finlandais. Malheureusement, je ne parlais pas le finlandais, mais dans une phrase, dans une conversation, elle changeait de langue soudainement. Elle avait beaucoup, quand mon père a décédé, elle avait beaucoup de misère à gérer ses finances. La façon qu'elle parlait à mes enfants étaient jeunes, ma mère occupait souvent de mes enfants et tout à coup, elle commençait à leur appeler des noms très, en anglais, on disait comme idiot, shut up, tu sais, des mots qu'elle aurait jamais utilisés. Et je voyais aussi, c'est vraiment, elle commençait à déprimer. Elle a eu plusieurs accidents de route. Ça, c'était très dangereux, par exemple. Et la façon qu'elle s'habillait. Alors, au mois d'août, ici, quand il faisait très chaud, elle mettait un manteau d'hiver. Et comme je disais, moi, je connaissais rien de cette maladie. C'était juste, elle commençait à oublier ces mots plus tard, quand la maladie évoluait. Alors, pour moi, c'était, est-ce qu'elle a besoin de voir un psychologue? Je ne savais pas vraiment à qui je devrais amener ma mère. Mais, et aussi, d'autres choses que je voyais, elle était plus capable de préparer ses repas. OK, elle achetait souvent des affaires pour mettre dans le micro-ondes et même utiliser le micro-ondes, elle mettait trop longtemps, fait que les repas explosaient dans le micro-ondes. Alors, tu sais, il y avait beaucoup de symptômes qui avaient rien à faire avec la mémoire. Maintenant, je vais vous montrer quelques photos pour vous montrer comment la maladie progresse. Parce que si on ne connaît pas la maladie, on pense que oh, c'est juste quelque chose de cognitif. Et au début de la maladie, c'est difficile pour les familles parce que la personne a l'air bien. OK? Alors, ma mère était une très belle femme. Ça, c'était au premier stage de la maladie. OK? Et je vais vous demander de regarder ses yeux. OK? Parce que là, on voit beaucoup de changements. Alors, ça, c'est au début. Là, on est en train, il a fallu qu'elle passe elle est allée dans une résidence privée au début parce qu'il y avait trop, la liste d'attente pour les CHSLD était trop long. Alors là, vous voyez, elle était plus capable de vivre toute seule, OK? Elle avait vraiment besoin avec ses activités hebdomadaires. Et regarde le changement, le visage et les yeux, OK? Et la troisième étape, ça c'est la dernière stage. La dernière stage de la maladie Alzheimer, c'est pas comme le cancer, parce que quand on parle dernier stage du cancer, on parle des fois des mois. Ici, c'est que 3 ans qu'elle était dans cette étape-là, où elle était dans une chaise roulante, elle avait besoin de soins 24 heures, 7 jours par semaine, plus capable de parler. Elle me reconnaissait un petit peu, mais vous voyez comment vraiment physiquement ça change. Alors, ça cause beaucoup de deuil pour la famille. Alors, on appelle ça le deuil anticipatoire. OK? On est toujours en train de faire des deuils de témoigner les changements qui se passent à une personne dont nous occupons. Et ça, c'était il y a quelques mois avant qu'elle a décédé en mai 2016. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, est-ce qu'on peut continuer à amener nos enfants dans des CHSLD? Pour moi, mes deux filles, c'était très difficile pour eux de sentir, d'écouter, de témoigner. Je les ai amenées juste avant ma mère avait décédé parce que je savais que les derniers jours approchaient. Mais il faut aller avec votre propre instinct à propos des enfants. Mon garçon allait souvent parce qu'il était très proche de ma mère.
OK? Alors, si vous êtes, mes conseils que j'aimerais vous partager avec vous, si vous vous occupez de quelqu'un qui n'est pas encore diagnosé, qui n'a pas encore eu une évaluation, il faut arriver préparé avant que vous voyez le médecin. OK? Alors, le médecin, moi, je n'étais pas préparée du tout. Alors, le plus que pour faire une bonne évaluation, le médecin a vraiment besoin de beaucoup d'informations. Quelles sont les médications que la personne prend? C'est quoi leur histoire médicale? Est-ce qu'ils ont des aides audiovisuelles ou physiques? OK? Et la liste de symptômes, alors qu'est-ce que vous témoignez comme membre de famille, amis, etc., est très important. D'écrire une liste de tous les comportements, des troubles de mémoire que vous voyez et envoyer ça à l'infirmière ou au médecin avant le rendez-vous, OK? Avant le rendez-vous. Parce que c'est très difficile d'être à un rendez-vous avec quelqu'un et de parler contre eux, OK? Ça, c'est le gros erreur que j'ai fait. OK, ma mère vraiment là était dans le déni. Elle croyait pas qu'il y avait rien qui se passait avec elle. Et quand le neurologue m'a posé des questions et je décrivais qu'est-ce que je voyais, ma mère m'accusait de raconter des mensonges. Alors, s'il vous plaît, conseillez de toujours envoyer tous ces symptômes avant le rendez-vous. OK? Um, Qu'est-ce qu'on attend, nous, comme proches aidants? Alors, on veut vraiment comprendre la maladie. Alors, je vous aussi, je conseille, il ne faut pas quitter le bureau du médecin avant de bien comprendre la maladie. Et si le médecin nous parle ou utilise des termes du langage qu'on ne comprend pas, il faut prendre le temps de poser des questions. Mais en même temps, je comprends les limites de temps des médecins. OK? Je sais qu'un rendez-vous peut durer juste à peu près 15 minutes. Si vous voyez un neurologue, ça va prendre à peu près 1 heure. OK? Il va avoir un peu plus de temps pour faire une bonne évaluation, mais il faut poser des questions. Si vous êtes au début de la maladie, est-ce que c'est possible d'avoir des essais cliniques? Comment est-ce qu'il faut bien préparer notre plan juridique? C'est quoi au niveau de si la personne continue à conduire la voiture. Alors, c'est vraiment le médecin qui peut vous aider à prendre des décisions à propos de gérer les finances, de conduire la voiture. Alors, c'est très important d'avoir un médecin qui travaille avec une famille. Alors, comme proche aidant, c'est quoi le parcours qui est très difficile pour nous? Je vais vous parler dans un instant de l'anosognosie. On a un manque d'éducation à propos de cette maladie. Il y a beaucoup de défis de communication. Quand les gens commencent à avoir des comportements difficiles, nous ne savons pas vraiment pourquoi ils nous accusent des affaires et comment gérer ces comportements difficiles. Il y a un impact émotionnel, il y a le stress financier, puis aussi ça cause de l'isolement. Il y a beaucoup de gens, en anglais on dit le stigma. Les familles ne veulent pas qu'on dit à nos voisins, à nos amis que une membre de famille a la maladie Alzheimer. Alors, ça existe beaucoup le stigma. Bon, je vais vous parler du anosognosie. Je dirais plus de 50% des gens qui sont affectés par les troubles neurocognitifs ne se reconnaissent pas, OK? Ils pensent que tout va bien. Alors, c'est souvent les membres de famille qui disent, mais wow, qu'est-ce qui se passe, OK? Et à cause de l'anosognosie, la personne qui a les symptômes peut commencer à accuser les membres de famille de tricher sur eux, de voler. Il peut commencer à dire à leur fille, mais vous venez jamais me voir, vous m'appelez jamais, etc., etc. Et là, comme membre de famille, il dit, mais voyons donc, j'ai vu ma mère ce matin et là, elle m'accuse de jamais aller la voir. Pourquoi ma femme m'accuse de tricher sur elle? Pourquoi mon père m'accuse de voler son argent, etc. Ça s'appelle l'anosognosie. Et à cause de l'anosognosie, c'est très difficile à amener une personne d'avoir une évaluation parce qu'ils croient qu'ils sont en bonne santé. OK? Un exemple du anosognosie, c'est des fois les semelles de les troubles neurocognitifs peuvent être plantés quelques années avant que la maladie s'apparaisse. OK?
il y a peut-être 4 ans avant que ma mère était diagnosée, j'avais un chat qui s'appelait Bunny, OK? Et j'ai amené mon garçon, qui était très jeune dans le temps, et mon chat pour rester avec ma mère, avec mes parents, parce que je suis allée en Floride pour une fin de semaine. Et après la fin de semaine, je suis venue, j'ai cherché mon garçon, et là, j'ai dit à ma mère, où est mon chat? Et ma mère me dit qu'elle a amené le chat au vétérinaire et le chat est mort parce que le chat griffait le papier dans leur appartement. Et j'ai dit, mais quoi, tu as mis mort mon chat? Elle dit, ben oui, parce que ton père, il aimait pas ça. Et là, j'ai décidé qu'il faut mettre le chat endormi. Et j'étais bouleversée. Le chat avait seulement 4 ans, bouleversée, bouleversée. OK? Vous ne pouvez pas imaginer. Mais plusieurs années plus tard, j'avais un moment de wow, c'est ça quand c'est commencé. OK? Alors, ça peut commencer avec des incidents vraiment bizarres. Ça peut commencer avec des aspects traumatiques. Ça peut commencer avec la dépression, mais ça peut commencer, si on regarde et on pense quel est le moment que quelque chose allait vraiment pas bien? Ça, c'est le moment, OK? Alors, c'est ça, je vous encourage des fois de regarder le passé des personnes. Alors, l'autre aspect qui est difficile pour les proches aidants, c'est vraiment de gérer les comportements difficiles, OK? Et quand je travaille avec les proches aidants, je veux toujours bien évaluer quel type de comportement. Alors, comme j'ai décrivais Toronto, avec l'anosognosie, on peut avoir des comportements verbaux, OK? Des accusations de tricher, de voler, de être vraiment négatif, surtout contre un épouse, de toujours le critiquer, etc. OK? Mais quand ça devient plus dangereux, c'est quand les agressions verbales commencent à devenir physiques, OK? Alors, quand les gens commencent à frapper, commencent à être trop agités, j'entends souvent des histoires des gens qui lancent leur téléphone cellulaire ou ils lancent le contrôleur du télé ou ils lancent des plats sur la terre, OK? Alors, il faut faire attention et vraiment prendre soin que si les agressions verbales commencent à devenir plus physiques, surtout le soir, si la personne se lève le soir et ne reconnaît pas qui est couché à côté d'eux et essayer d'étrangler, il faut, euh, dans les cas comme ça qui sont sévères, appeler le 911. Mais quand on voit qu'il y a des comportements très difficiles, il faut travailler avec un médecin parce qu'il y a des médicaments qui peuvent, dans des cas plus sévères, essayer de résoudre quelques comportements. Alors, c'est ça que je veux toujours identifier quand les gens disent, oh, j'ai beaucoup de problèmes avec un comportement, mais c'est quoi? Quelle est l'ampleur de ces comportements qui sont là? Alors, pourquoi les comportements arrivent? Alors, c'est souvent parce que, en anglais, on dit il y a des triggers, OK? Alors, chacun entre nous comme humains, il y a des affaires qu'on aime, il y a des affaires qu'on n'aime pas. Mais imagine quand la maladie va évoluer, la personne va être rendue dans un temps où ils vont être plus capables de s'exprimer. OK? Ils vont avoir des besoins. Ils vont avoir des besoins physiques, ils vont avoir des besoins émotionnels, mais ils ne seront pas capables de s'exprimer. OK? Et s'ils ne peuvent pas s'exprimer, ils vont commencer à être agités. Ça se peut qu'ils ont faim, ça se peut qu'ils ont soif, ça se peut ils se sont blessés par accident. Ça se peut que la musique est trop forte, ils ont trop froid, ils ont trop chaud, il y a trop de stimulation. OK? Surtout que s'ils sont dans une place, moi, j'entends souvent avec des proches aidants qu'ils amènent leur mère, leur père pour des soupers familiales. Mais quand la maladie progresse, c'est très difficile pour que la personne peut participer des fois dans les conversations. Il y a trop de stimulation. Peut-être les petits-enfants courent partout. Il y a trop de bruit, la télévision, etc. Alors, il faut vraiment prendre soin, faire attention, qu'est-ce qu'il y a dans leur environnement qui peut causer des comportements qui ne sont pas confortables, OK? Des fois, c'est la façon que les proches aidants gèrent la personne. Peut-être la proche aidant est brûlée
plus de patience, la façon qu'ils répondent leurs membres de famille, tu sais, surtout si on dit, ben, tu m'as demandé la même question 20 fois, pourquoi tu me fais ça? Des fois, la personne qui est atteinte d'une maladie, d'une trouble neurocognitif, il veut se promener dans la maison, peut-être il veut changer leurs vêtements 5 fois par jour. Alors, je dis toujours aux membres de famille, si la personne qu'est-ce que la personne fait ne se fait pas mal à eux ou à d'autres personnes, laissez-les aller, OK? Alors, vraiment, choisissez vos batailles, OK? Alors, s'ils racontent des histoires, puis il fait des erreurs en racontant des histoires, laissez-les aller. Mais si on est toujours en train de leur corriger, de leur critiquer, c'est certain que ça va causer de la frustration, OK? Alors, c'est vraiment des fois être un détective. Qu'est-ce qui peut causer de l'inconfort? Si les gens sont actuellement des CHSLD, par exemple, peut-être ils sont assis trop longtemps. Et personne se sont venus les changer. Peut-être ils sont devant une télévision. Peut-être tu sais, il n'y a pas assez d'activité. Alors, il faut vraiment être des détectives. Et aussi pour se rappeler, à cause que c'est une maladie qui est toujours en train d'évoluer, qu'est-ce qui va fonctionner aujourd'hui va vraiment changer dans 6 mois. OK? Alors, vraiment, essayer de déterminer qu'est-ce qu'il y a dans l'environnement qui peut causer des troubles. OK? Et aussi pour les proches aidants, on ne s'identifie pas comme proche aidant, mais à cause que la maladie va. Au début, c'est très cognitif, mais le plus que la maladie va évoluer, la personne va avoir besoin d'aide à faire sa toilette, avec l'hygiène personnelle, avoir d'aide à manger, à s'habiller. Et à un moment donné, c'est ça quand le temps va venir que faut se poser la question, est-ce qu'on est encore capable de tout faire? Parce qu'on voit souvent, c'est des gens plus âgés qui occupent des gens plus âgés. Est-ce qu'on peut continuer à faire tous ces soins à domicile, c'est toutes nous seuls? OK? Alors, on veut vraiment on veut vraiment prévenir des chutes, OK? Et les blessures. Alors, la maladie impacte non seulement la cognition, mais ça a un impact sur notre vision, OK? Alors, quand la maladie progresse, la vision devient de plus en plus étroite. Et aussi, ça a un impact sur notre mobilité. Alors, vous pouvez voir souvent les gens que quand ils vont commencer à marcher, ils ne vont pas lever leurs pieds. Alors, dans la maison, il y a plusieurs places qui peuvent causer des chutes, OK? Aussi, cette maladie cause, surtout pour les gens qui habitent seuls, en anglais, on dit le mot hoarding, OK? C'est accumulation de faits, OK? Alors, je vais vous montrer quelques exemples des gens. Ça, c'est des gens qui habitent seuls parce que le cerveau ne savent pas comment bien garder l'ordre des affaires. OK? Moi, ma mère, dans la cuisine, elle gardait des centaines et des centaines de contenants de framboises et fraises. OK? Les contenants en plastique, c'était serré partout, partout, partout. Mais des fois, ça, c'est une situation un peu plus, pas exagérée, mais c'est quand les gens habitent seuls. Alors, imagine d'avoir tout ça et comment ça peut causer des chutes ou même de l'anxiété, OK? Alors, on s'appelle ça de hoarding. Ça, on trouve souvent parce que les gens vont dans leur chambre à coucher et ils vont sortir leurs vêtements, mais ils ne sont pas capables nécessairement de ranger leurs affaires. Alors, il faut faire attention le soir si ils sortent du lit. Est-ce qu'il peut tomber? Est-ce qu'ils vont garder des cigarettes à côté de leur lit? Est-ce qu'ils vont oublier que la cigarette est allumée? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent causer des chutes et je vais vous montrer d'autres ressources après. Une des places qui est le plus dangereux à la maison, c'est vraiment la pharmacie dans la salle de bain. Ça, c'est une photo d'une pharmacie d'une dame qui avait 58 ans que je suis allée voir et imagine, elle habitait seule. Les personnes qui ont des troubles neurocognitifs ne devront pas prendre leurs médicaments sans avoir été supervisées. OK? J'entends souvent des membres de famille qui disent, mais ma mère ne veut plus prendre ses médicaments, mon père ne prend pas ses médicaments.
il ne faut pas qu'il prenne ça toute seule parce qu'il peut prendre, il peut surdoser, trop doser, peut prendre des mauvais médicaments, il peut oublier qu'ils ont pris leurs médicaments. Des fois, les gens vont brosser leurs dents avec la crème cortisone au lieu du dentifrice. Alors, il faut vraiment faire attention, surtout les gens qui habitent seuls. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui est accessible dans la pharmacie? Et je vois souvent aussi des gens qui ont leurs pilules dans la cuisine, à côté de leur lit. Alors, faites très attention à propos des médicaments. Euh, et aussi très important, quand la maladie va progresser, vous allez voir, même au début, la personne va avoir la difficulté à manger. Ça va commencer avec l'aspect qu'ils vont plus utiliser une fourchette et un couteau. Ils vont manger plus souvent avec leurs mains. OK? Là, vous allez voir qu'ils vont avoir la difficulté à couper un morceau de bœuf ou un morceau de poulet. Et il faut faire attention s'il coupe trop large parce que il peut vraiment avoir la difficulté à avaler. OK? Alors, surtout pour ceux qui sont encore à la maison, je toujours recommande que les membres de famille commencent à bien couper les morceaux ou de faire attention s'ils ont la difficulté à avaler, de peut-être plus donner des affaires qui sont difficiles. Ma mère, dans le temps, quand elle était dans un CHSLD, j'ai même apporté des chocolats de Laura Secord. Et d'habitude, il faut prendre deux ou trois bouchées. Et elle a mis tout le chocolat, un gros morceau dans sa bouche. Et il a fallu que je l'enlève. OK? Alors, il faut faire très attention parce que c'est dangereux. Et aujourd'hui, nous savons qu'il y a beaucoup de fraude, de escrocs. Au début de la maladie, les gens peuvent faire beaucoup d'erreurs financières. C'est pour ça que c'est important de travailler avec un médecin parce que si jamais il faut valider un mandat pour que la membre de famille, moi j'ai eu un power of attorney parce que ma mère était plus capable de gérer ses finances. Il peut y avoir beaucoup d'erreurs. OK? On reçoit des courriels, des textes. Tu sais, il y a tous les appels, on appelle ça en anglais le grandfather scheme. Tu sais, même quand on est en bonne santé mentale, des fois, même moi, des fois, j'ai la difficulté à bien dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai cet email, etc. Alors, vraiment, faire attention pour bien sécuriser les finances de la personne. Même avec aller à la banque, la personne peut retirer de l'argent plusieurs fois par jour, peut faire des achats avec leur carte de crédit. Alors, s'il n'y a pas un mandat, puis la personne a fait des erreurs financières, la banque ne va pas renverser l'argent juste parce qu'on dit, oh, mais je pense que ma mère a la maladie Alzheimer. Si on n'a pas le mandat pour gérer les finances, puis la personne a fait des erreurs, c'est comme tant pis, OK? Et les personnes perdent des mille et des mille de dollars à cause des erreurs comme ça. Et malheureusement aussi, ça a un gros impact sur la façon que la personne conduit la voiture, les réflexes de la voiture, les réflexes de connaître c'est quoi la lumière rouge, vert, jaune, tous les détours que nous avons ici à Montréal, des journées comme ça où il faut, avec le déneigement, comment stationner la voiture. Alors, quand ça vient le temps de peut-être enlever ou de considérer que la personne ne peut plus conduire, ou plus gérer ses finances, encore, ça sera vraiment la responsabilité du médecin pour dire ces informations-là, OK? Parce que quand les membres de famille veulent enlever la voiture ou les finances, ça cause beaucoup de conflits. Alors, s'il vous plaît, il faut travailler avec un médecin pour ça. Alors moi, je conseille en entendre à chaque semaine dans les journaux qu'il y a une personne qui s'est évadée de leur maison, etc. Aujourd'hui, j'utilise, il y a le Apple AirTag, je l'utilise même pour mon chien parce que on peut, si la personne quitte, c'est une très bonne moyen de dire où est la personne rendue, OK? Parce qu'à un moment donné, la personne va être plus capable d'utiliser son cellulaire, OK? Alors, c'est une bonne façon de vraiment savoir où est la personne, OK? Alors, le AirTag, on peut la cacher dans la voiture, cacher dans une bourse, cacher dans un vêtement.
Et on sait que c'est une maladie qui met aussi beaucoup de pression sur les membres de famille. Moi, je suggère souvent qu'il faut avoir une bonne communication, une communication ouverte. Ça arrive souvent que des membres de famille habitent à l'extérieur de la province ou du pays, mais si on assure que tout le monde participe dans le soin, que tout le monde est sur la même page, tout le monde est éduqué sur la même façon, ça va éviter des conflits. Parce que souvent, une membre de famille se sent comme c'est toujours moi qui amène maman ou papa au rendez-vous. C'est seulement moi qui aide. C'est important d'exprimer nos émotions avec nos frères, nos sœurs, nos membres de famille et vraiment diviser les tâches, OK? Sinon, ça va causer vraiment des conflits. Et l'émotion le plus fort que moi, je témoigne et personnellement que j'ai eu, l'émotion le plus fort pour les proches aidants, c'est vraiment la colère, OK? Et on souffre d'un colère, surtout quand on se sent qu'on n'est pas en contrôle de ce qui nous passe, quand on ne connaît pas une maladie, on ne connaît pas les ressources, on ne sait pas quoi faire, OK? Et on a souvent honte de dire qu'on est en colère, mais c'est le sentiment le plus gros qui sort, OK? Et souvent, on voit des proches aidants qui s'occupent des membres des familles qu'ils n'aiment pas. Ils se trouvent comme proches aidants quand ils ne veulent pas des proches aidants. Alors, s'il vous plaît, si c'est une émotion que vous sentez ou vous voyez dans vos patients, c'est le plus commun, OK, que je vois. Malheureusement, on a tous un moyen de gérer nos émotions. Les émotions qui sortent avec n'importe quel, quand on est proche aidant, c'est le déni. On se sent souvent coupable. On a le deuil, on se sent isolé, on est en colère, mais c'est les façons qu'on gère, OK? Tout le monde a une façon. Pour moi, c'était le vin. Je consommais beaucoup, beaucoup, beaucoup de vin. D'autres gens prennent des médicaments, d'autres gens fument, mangent, ça peut être magasiné en ligne. Tout le monde a une façon de gérer, faire de trop d'exercices. C'est juste qu'il faut faire attention il faut faire très attention que la façon qu'on gère ne devient pas des dépendances, parce que c'est facile de devenir des dépendances si on pratique des stress, en anglais on dit self-medication, trop souvent, OK? Alors, j'aimerais peut-être prendre le temps juste pour faire un sommaire. Il faut, dans le cas de cette maladie, de ne pas être en déni, OK? Alors, c'est important d'essayer d'avoir une évaluation le plus tôt possible parce qu'il y a beaucoup de moyens pour continuer à vivre une bonne vie, mais il faut être accompagné par un médecin, être bien accompagné, de connaître les ressources. Si on reste dans le déni, et on ne veut pas vraiment accepter ce diagnostic, ça va vraiment avoir un délai à propos des traitements qu'on peut avoir ou avoir de soutien du support qu'on peut avoir pour nous et pour le patient. OK? Et comme j'ai mentionné aussi, qu'est-ce que je voulais mentionner aussi, c'est que c'est important d'identifier de l'aide le plus tôt possible parce que c'est une maladie que la personne veut pas avoir des proches aidants professionnels venir à la maison. La personne va toujours vouloir que c'est les membres des familles pour s'occuper d'eux. C'est juste que ça va devenir de plus en plus difficile pour le membre de famille d'être seul. Alors, essayez, il y a beaucoup de bonnes organisations communautaires qui peuvent aider. Alors, identifier ces organismes communautaires, assurer de contacter le CLSC le plus tôt possible pour voir quelle aide qu'il peut avoir à domicile parce que ça prend quelques mois avant d'avoir une évaluation. Et c'est ça. Alors, attendez pas que vous êtes dans une crise avant d'appeler un CLSC. Il ne faut pas attendre que, oh my God, je ne peux plus prendre. Quand vous commencez à connaître que la maladie commence à s'évoluer, il faut connaître comment naviguer dépendant dépendant où vous habitez. OK, au Québec, c'est le CLSC. Si vous êtes dans des autres provinces à travers le Canada, bien connaître comment naviguer votre système de la santé le plus tôt possible. Et
Alors, comme j'ai mentionné tantôt aussi, il faut prévoir l'avenir. Tu sais, il y a beaucoup de décisions à faire, décisions pour... tu sais, moi, j'ai pris le temps, je suis dans mes 50 ans, de faire mon testament, de décrire mes vœux, etc. Mes parents m'ont jamais parlé de leurs vœux. Alors, quand le temps était venu, c'était tout à moi de faire les décisions. Alors, c'est important d'avoir des conversations en famille pour comment, si l'avenir vient, qu'est-ce qu'on veut, OK? Et malheureusement aussi, le temps va venir où ce sera plus possible peut-être de rester à la maison. Et ça, je pense que c'est une décision très difficile pour des familles. Quand il faut prendre la décision de transitionner dans un CHSLD ou dans une résidence privée. Il faut prendre le temps aussi de bien faire les recherches, OK? Quelles sont des bonnes résidences privées qui peuvent accommoder des troubles neurocognitifs? C'est pas juste accommoder des troubles de mémoire, c'est des troubles de comportement. Faire ces recherches. Attendez pas à la dernière minute parce que, comme j'ai mentionné tantôt, vous savez, la liste d'attente pour avoir accès au public est très, très longue. Et enfin, il faut vraiment reconnaître nos propres limites. Moi, j'ai souffert un très gros burn-out en 2011, très, très sévère, parce que j'étais quelqu'un qui disait, non, je peux faire tout moi. Je disais, non, merci, je suis bonne, je suis bonne, je suis bonne. Je me croyais superwoman. Et malheureusement, ça a eu un gros impact sur ma santé, aussi un gros impact sur mes trois enfants. Parce que quand je voyais ma mère, en anglais, je dis que, as I watched my mother unravel, my children were watching me unravel. OK? Alors, ça a pris un gros impact sur ma propre santé pour me dire, wow, il faut que je me prends soin de moi. OK? Et ça, on se met souvent en dernier quand on est proche aidant. Alors là, j'aimerais prendre une couple de minutes pour vous montrer les ressources qui sont disponibles pour vous, vos équipes, les familles avec qui vous travaillez. Un de nos réseaux, alors ça, c'est le site web. Vous allez juste, si vous voulez, vous inscrire sur le site web. C'est en anglais et en français pour que vous soyez toujours mis à jour des programmes, des initiatives que nous avons. Et pour ceux qui sont ici du Québec, OK? Pour ceux qui sont au Québec, vous pouvez contacter nos programmes et vous pouvez recevoir une caisse de livres en anglais et en français. Il y a 40 livres par caisse. Nous sommes supportés par la Fondation Grey Start. Ces livres sont déjà distribués dans les cliniques de mémoire et les CLSC, mais vous pouvez en commander. Alors, juste nous envoyer un courriel et demander une caisse. Malheureusement, à l'extérieur du Québec, nous n'avons pas les moyens pour faire la livraison, sauf si vous voulez payer pour la livraison des livres peut-être, mais vous pouvez recevoir le livre. Le livre peut être téléchargé gratuitement sur notre site web et c'est traduit dans 14 langues différentes et on continue à faire d'autres langues, OK? Alors, c'est gratuit pour télécharger dans plusieurs langues sur notre site web, mais encore au Québec, vous pouvez commander des livres imprimés. Euh, Aussi, nous avons une formation en ligne. C'est 10 modules en anglais et en français que vous pouvez vraiment prendre le temps de bien comprendre cette maladie. Docteur Serge Gauthier, Docteur José Moret, il y a plusieurs médecins qui ont championné les modules pour connaître plus l'aspect médical, les médicaments, les comportements difficiles. On a même travaillé avec Maître Hélène Gay, qui est une avocate. On a toute une section à propos de légal. C'est vraiment c'est tout ce que vous pouvez savoir. Alors, c'est gratuit. Vous pouvez aller à votre propre rythme. Alors, s'il vous plaît, allez voir les modules en ligne. Et j'ai une web émission qui s'appelle McGill Cares. Je l'ai parti en 2020. J'ai j'ai produit à peu près 120 web émissions en anglais et en français sur plusieurs sujets avec des experts, non seulement des experts de McGill, mais des experts de l'Université de Montréal, des experts internationaux. Alors, s'il vous plaît, allez voir, c'est tout disponible pour vous. Et nous avons aussi, très important, un livre d'activités. C'est 40 activités pour stimuler la personne. Vous pouvez télécharger ce livret-là. C'est en anglais, en français.
Et on a fait aussi des capsules vidéo. Il y a 12 capsules pour montrer comment faire l'activité avec la personne, dépendant du stage de leur maladie. OK? Ça, c'est tout là pour vous. J'ai plusieurs CHSLD résidences qui utilisent ce livre pour faire la programmation dans leur résidence. OK? Aussi, alors, s'il vous plaît, c'est là pour vous. Et pour ceux qui sont intéressés, pour comment prévenir les troubles neurocognitifs, ça, c'est sorti en juillet de cette année, de 2024, par la commission, la Lancet Commission. Et qu'est-ce qu'on dit? C'est les 14 modifiable risk factors. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un web émission je ne l'ai pas mentionné ici, mais j'ai fait un web émission avec le docteur Serge Gauthier. Vous pouvez aller sur McGill Cares. C'est en anglais et en français et il va parler de comment gérer toutes de prévenir les troubles neurocognitifs. Et enfin, nous avons aussi des groupes de soutien en ligne. On a une collaboration avec la Société Alzheimer de Montréal et avec la McGill School of Social Work. Alors, encore, ça, c'est pour soutenir les proches aidants, même les jeunes proches aidants. Alors, je vous remercie. Je vais arrêter là pour prendre les questions. C'est super clair. Je trouve que l'initiative que tu as prise à travers ton vécu pour développer toutes ces ressources, c'est fantastique. En tout cas, je vais lire un petit peu. Nous avons quelques commentaires, mais aussi un petit peu de questions. Il y en a un dans le clavardage. Donnez-moi juste une seconde. Il y en a un dans le Q&A que je vais lire en premier. C'était indiqué, c'est par Annie Maillochon qui dit un peu plus d'informations sur les mensonges compatissants, si possible. OK. OK. Oui, Alors, en anglais, la terme est compassionate lie. mhm, Alors, ça veut dire que si l'information que vous allez dire à la personne va avoir un impact catastrophique, pensez avant de répondre, OK? Alors, un exemple, c'est que si une personne vous dit, ben, où est mon mari? Et le mari a décédé il y a 10 ans, OK? Et si vous allez dire à la personne, votre mari a décédé, vous ne vous rappelez pas, puis la personne va avoir une crise traumatique, pourquoi dire ça? OK? Alors, oui, c'est de penser, peut-être dire que, oh oui, votre mari est allé en voyage, quelque chose. Mais c'est juste que faut faire attention, OK? C'est même oui, pour amener la personne à une évaluation. On ne peut pas dire, vous allez voir le médecin parce que votre mémoire est terrible, puis je pense que vous avez la maladie Alzheimer. Au lieu, oui, on va dire, on va aller faire une évaluation annuelle. oui, Et alors, c'est de penser qu'est-ce que vous allez dire à la personne. oui. OK, super. Euh, une autre, Laurence Merzer, qui demande comment faire pour les anxiétés du soir et l'agitation. OK, ça, c'est le sundowning syndrome. Et Oui, s'il y a beaucoup d'anxiété le soir, ça, ce sera important de parler avec votre médecin parce qu'il y a des fois des médicaments puis qui peuvent faire relaxer la personne un petit peu. Ça, c'est important dépendant de l'anxiété, mais c'est aussi de regarder c'est quoi leur routine, OK, le soir, comme est-ce qu'il y a trop de stimulation le soir, oui, qu'est-ce qui se passe dans l'environnement qui peut leur faire agiter. Tu sais, ce sera vraiment de prendre le temps de regarder qu'est-ce que c'est la routine. Mais s'il y a trop d'agitation et anxiété, s'il vous plaît, parlez à votre médecin. ok, d'accord, super. J'ai aussi, donne-moi une seconde. Ah oui, ben, Sophie Desrosiers qui dit que votre exposé devrait être envoyé dans le CLSC et aux organismes communautaires pour les proches aidants. Ne pas attendre que le proche aidant soit en CHSLD. Pour les proches aidants, c'est tellement trop tard de comprendre tout ça. En CHSLD, on voit les proches aidants au bout du rouleau.
Oui, alors une très importante mission de notre programme, je fais beaucoup de présentations dans les organismes communautaires. J'ai même commencé à faire des présentations dans des CLSC pour les travailleurs sociaux. Mhm. Je fais beaucoup d'éducation à l'université, mais on fait beaucoup de conférences dans les organismes communautaires avec les proches aidants. Oui, OK, absolument. d'accord. Nous avons aussi Aline Larouche, c'est plutôt un commentaire. On peut avoir un mandat d'inaptitude, mais le mettre en application, homologation est très long, compliqué et dispendieux. C'est dommage et peu utile quand on en a besoin. Oui, malheureusement, ça peut prendre à peu près 18 mois maintenant pour le faire valider. Puis oui, c'est long. Il y a beaucoup de gens qui engagent, oui, en effet, des travailleurs sociaux privés pour essayer d'avancer l'évaluation et même pour demander aux médecins. Des fois, ça prend des mois, mais oui, c'est long. Malheureusement, c'est long. Oui, 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 oui. Puis ben, les autres, j'ai énormément de commentaires que la présentation est. J'essaie de voir si j'ai d'autres. Ah ouais, j'ai d'autres questions là, que je vois. C'était plus des merci pour cette formation, c'est très apprécié, très touchant. C'est définitivement très touchant, Claire, parce que c'est vraiment ton vécu personnel aussi là, qui est vraiment interpris avec tout ça. J'aimerais inviter tout le monde pour, s'il vous plaît, remplir le sondage que j'ai mis à travers le clavardage. D'ailleurs, je vais le remettre au cas où que vous le retrouvez plus. Un enregistrement de cette session sera envoyé par courriel aux inscrits dans la semaine qui suit et l'enregistrement va être disponible aussi sur notre site web. Nous allons aussi mettre un lien pour avoir accès aux livres et à certaines ressources dont Claire vous a mentionné aujourd'hui. Encore une fois, un gros remerciement à notre conférencière Claire Webster aujourd'hui et nous vous remercions aussi de votre participation, tout le monde qui s'est joint à nous. Nous avons hâte à vous revoir, bien sûr, dans une prochaine session. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Merci. Claire. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci.